Bien, donc nous reprenons nos travaux pour cette troisième table ronde intitulée Quel maintien de la paix demain. Ainsi que cela a été indiqué, je pense, tout au long de la journée, le maintien de la paix onusien a ceci je pense, de remarquable, c'est qu'il a non seulement profondément évolué, mais je dirais qu'il a su profondément évoluer depuis sa naissance, dont on vous a parlé ce matin, que certains, je ne sais pas ce qui vous a été dit exactement, que certains remontent à l'affaire de Bernadotte en 1948, d'autres à la résolution de l'Assemblée générale de 1956 créant l'UNEF, et il a profondément évolué. Et surtout, je dirais, depuis la fin de la guerre froide, lorsque les Nations Unies ont été amenées à prendre en compte ou à gérer des conflits internes, intrastate conflicts, comme on dit, qui ont été un changement important. Et c'est là d'ailleurs qu'est apparue la grande crise, des grandes crises des forces de maintien de la paix dont on vous a parlé ce matin, que certains d'entre vous ont sans doute vécu comme moi, et les conséquences de l'affaire somalienne, de l'affaire de Bosnie et de l'affaire du Rwanda, où on a vu les forces de maintien de la paix ensuite, sous la pression notamment des Américains, passer de 80 000 à 20 000. Donc on a vu cette chute. Et puis la reprise à la fin des années 90, notamment avec toute la gestion des conflits africains. Ça s'est fait, moi j'étais à l'époque aux Nations Unies, ça s'est fait au cas par cas, hein, à la fois avec les opérations en Afrique, du Sierra Leone, du Libéria, de la RDC, de Côte d'Ivoire, et puis en dehors de l'Afrique, il y avait eu l'affaire de Timor et l'affaire de Haïti. Finalement, on s'est retrouvé à un chiffre qui est quand même assez considérable, que l'on a encore aujourd'hui, qui est de 100 000 à peu près casques bleus, en tous les cas militaires. Alors, au fond, ce succès persistant, parce que, en dehors de cette parenthèse de quelques années, signifie que profondément, ces forces de maintien de la paix, ou ce maintien de la paix onusien, répond à un besoin de la communauté internationale. Parce que sans ça, si ça ne répondait pas à un besoin, on n'aurait pas, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, on n'aurait pas ce niveau de force et cette création nouvelle assez récurrente de forces de maintien de la paix. Mais ces forces doivent s'adapter pour offrir une réponse efficace. Elles doivent s'adapter aux nouveaux visages de la conflictualité, au nouvel environnement diplomatique et stratégique, aujourd'hui aux contraintes resserrées sur les ressources budgétaires. Et elles peuvent le faire, en tous les cas c'est quelque chose que nous allons examiner. Et pour revenir à ce thème que je développais au départ, sur l'adaptation des forces de maintien de la paix, moi je trouve très remarquable que les Nations Unies, lorsque ça allait mal, ont su, notamment à travers le rapport Brahimi, à l'époque, réaliser d'abord une évaluation de la situation et ensuite progresser. Alors, plus de 10 ans après le rapport Brahimi, et lui-même rappelé il y a 2 ans, et je crois que c'est vrai, que la plupart de ces recommandations restent valables. Pour ceux qui l'ont lu, ils se rappelleront de l'importance qu'il attachait à la clarté des mandats, aux moyens des opérations de maintien de la paix, à l'appui à un processus politique, au renforcement de la qualité des troupes plus qu'à leur quantité. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase, je ne peux pas dire nouvelle, mais dans une phase où il y a quand même dans un paysage qui, par certains aspects, comporte des éléments nouveaux,
Et il est donc essentiel d'examiner dans quelle mesure est-ce que de nouvelles évolutions doivent être apportées ou peuvent être apportées aux forces de maintien de la paix. Et ce panel donc comporte 3 intervenants qui nous permettront d'examiner trois sujets successivement. D'abord, la relation des puissances émergentes au maintien de la paix avec Achille Zallois, qui est ministre conseiller à l'ambassade du Brésil. Et je rappelle que le Brésil siège régulièrement au Conseil de sécurité, a siégé encore récemment en 2010 et en 2011 au Conseil, et que le Brésil contribue, si vous me permettez de le dire, aujourd'hui plus activement au maintien de la paix, d'ailleurs que c'était dans le passé, et que le Brésil est devenu, à travers plusieurs opérations, notamment l'affaire de Haïti, un partenaire tout à fait important et essentiel dans le maintien de la paix. Et puis c'est une grande puissance émergente dont le poids croît sur la scène internationale. Deuxièmement, donc, je pense qu'il nous faudra examiner également la question de la qualité de la dimension des forces de maintien de la paix. Nous sommes aujourd'hui face à des contraintes budgétaires assez importantes. Et nous sommes aussi à une époque où on fait des évaluations, où on cherche une plus grande efficacité. Et donc, il faut que nous posions la question de savoir est-ce qu'on peut faire non pas aussi bien, mais mieux peut-être avec des moyens qui sont plus restreints aujourd'hui. Et enfin, il y a une troisième question qui sera examinée par Artus Boutelis, qui est analyste politique senior d'un think tank new-yorkais International Peace Institute, qui posera notamment la question de la place des Occidentaux dans le maintien de la paix. Alors je vais donner donc à ces 3 intervenants maintenant la parole. Monsieur Zallois, la parole est à vous. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord remercier la Fondation de recherche stratégique pour l'honneur de l'invitation d'être là pour un débat de tel niveau dans un pays qui a tant contribué au développement de la doctrine, de la pratique du maintien de la paix, notamment avec une succession de sous-secrétaires, directeurs de DPKO d'une qualité extraordinaire. On dit souvent que le maintien de la paix est une invention canadienne, mais il faut ajouter qu'elle a été perfectionnée par les Français. Et je dirais, je préfère parler à titre personnel parce que ça permet une plus grande liberté des paroles. Et je vais essayer de me tenir à la perspective brésilienne. Je ne suis pas 100% certain qu'il existe une perspective commune des pays émergents ou des puissances émergentes ou des BRIC sur un thème si complexe comme le maintien de la paix, mais j'essaierai de partager avec vous quelques éléments sur notre façon de voir, tel que c'est développé au cours des derniers 50 ans. Et mon exposition, qui sera très bref, aura 3 points. Numéro 1, notre expérience historique. Numéro 2, notre lecture du contexte politique contemporain à propos du maintien de la paix. Numéro 3, les leçons apprises, les lessons learned, quelques éléments de notre doctrine actuelle. Notre expérience historique, l'expérience brésilienne, elle commence à Suez, avec la première opération formellement désignée comme maintien de la paix. Dans les années 50-60, un contingent important des militaires brésiliens a pris parti à cette opération, et toute une génération d'officiers s'est accoutumée à la doctrine traditionnelle des maintiens de la paix, le consentement des parties, la neutralité, l'utilisation de la force en self-defense only. Après, on ajoutera en défense du mandat, et là, nous avons déjà une évolution doctrinale importante, mais à cette époque-là, c'était le peacekeeping, le maintien de la paix traditionnel, et qui était avec qui nous avons appris à ce nouveau outil, très utile à l'époque de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, les opérations où nous avons pris parti
Bon, il faut dire peut-être que Suez ne s'est pas bien terminé, mais ça c'était plutôt une décision du président Nasser que la faute des peacekeepers. Hein. À la fin de la guerre froide, les opérations dans lesquelles nous sommes impliqués, les opérations à El Salvador, à Mozambique, à Angola, ont été plutôt réussies. Et elles étaient aussi très marquées par la doctrine traditionnelle du peacekeeping, du consentement des parties, la neutralité, même si elles devenaient de plus en plus ambitieuses et complexes. Il s'agissait de favoriser certaines transitions politiques, sociales, économiques de grande ampleur dans des sociétés qui sortaient du conflit. À la même époque aussi, au Cambodge, au Namibia, d'autres opérations dans lesquelles nous n'étions pas directement impliqués, mais qui étaient aussi des exemples de succès, permettaient de développer cette doctrine. Bon, on est arrivé à un point où le maintien de la paix paraissait comme une sorte de drogue miraculeuse, une miracle drug, et le Conseil de sécurité ne passait pas un mois sans autoriser une nouvelle mission. À cette époque-là, les DPKO étaient en train d'être implantés et l'influence des grandes puissances militaires traditionnelles était très forte. C'était normal parce que les officiers et les civils étaient surtout des personnes qui étaient on loan, je ne sais pas comment on dit ça en français, officers on loan, mais qui arrivaient avec normalement des pays du Canada ou des pays européens, des États-Unis, et que montaient une doctrine, une pratique de maintien de la paix. Tout un débat a commencé à apparaître entre la doctrine traditionnelle, telle que formulée par Lester Pearson, et ce qu'on appelait à cette époque le robust peacekeeping, le maintien de la paix robuste. Et on a commencé à donner des mandats de plus en plus ambitieux à des opérations de paix, jusqu'à milieu des années 90, nous sommes arrivés à la trinité des crises, la Somalie, le Rwanda et la Bosnie. Les trois grands échecs qui ont un peu démontré que le maintien de la paix n'était pas cette miracle drug qu'on pensait qu'il était. Toutes les Nations Unies ont dû prendre un pas en derrière et réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé. On a aussi découvert l'usage des Nations Unies comme bouc émissaire par ce qui était surtout des problèmes de faillite, de leadership ou des problèmes de politique intérieure des pays plus influents à cette époque-là sur ces opérations. Des décombres de cette époque, un homme est apparu, un survivant du Rwanda, qui s'appelait Kofi Annan, qui a sauvé les Nations Unies. Comme vous disiez, a commencé une deuxième époque du maintien de la paix à la fin des années 90. On arrive au contexte contemporain. Deuxième point. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Une division, surtout dans l'après-Bosnie, une division est apparue entre les pays qui sont les plus grands contributeurs d'argent, les plus grands payants, et les pays qui sont sur le terrain, des pays qui sont troop contributeurs des troupes. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me paraît qu'aujourd'hui, 11 ou 12 principaux contributeurs de troupes sont des pays du Sud qui payent très peu en termes de contribution au budget de maintien de la paix. Tandis que des pays comme les 5 membres, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon payent la plupart des coûts selon l'échelle des contributions, mais envoient très peu de troupes sur le terrain, avec quelques exceptions comme le Liban. Cette division n'était pas là au début des années 90, elle est certainement là à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi c'est arrivé, cette retraite des pays de l'OTAN, surtout des pays de l'OTAN, du peacekeeping? Il y a des raisons historiques, mais c'est la réalité qui s'est développée après, et c'est le contexte politique où nous opérons
à New York. Le Brésil est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 11e contributeur. Nous avons des troupes, des observateurs dans 7 opérations, des troupes relativement importantes au Haïti et au Liban avec les contingents navals et des observateurs dans 5 autres opérations. Pour certains pays, grands contributeurs, les données des troupes pour le maintien de la paix est devenu une source de bénéfices financiers parce que les coûts avec ces troupes est moindre que les remboursements. Ce n'est pas notre cas, malheureusement, ou bien au contraire, mais c'est le cas de quelques pays. Bon, les pays de l'OTAN, ils se sont involucrés dans des opérations qui s'exerçaient en dehors de Stability Operations, comme les Américains les appellent, en dehors du cadre des Nations Unies, en dehors des PKO. En Irak, c'était obligatoire parce qu'il n'y avait pas un consensus international sur cette opération. On pourrait se demander, je n'ai pas la réponse, mais on pourrait se demander si en Afghanistan, c'était vraiment une bonne idée de ne pas confier toute l'opération juste après le renversement du régime taliban à une grande opération de maintien de la paix des Nations Unies. Mais c'est une question purement théorique parce que à cette époque-là, les climats, surtout à Washington, ne l'auraient pas permis. Et on se demande si, 10 ans après, les résultats auraient été pires ou meilleurs ou peut-être équivalents. À New York, nous avons cette dynamique. Les membres permanents du Conseil et d'autres grands contributeurs financiers comme le Japon et l'Allemagne sont souvent des membres du Conseil. Ils donnent des mandats relativement ambitieux, ou très ambitieux même, à des opérations de maintien de la paix. Les pays du Sud engagent des troupes, les DPKO se débrouillent pour organiser l'opération. Ensuite, les représentants des mêmes grands contributeurs à la 5e commission, au CBQ, essaient de limiter les moyens financiers et les ressources matérielles de ces mêmes opérations. Et on se défronte avec les complaintes des grands contributeurs de troupes qui voudraient évidemment donner plus de ressources à ces opérations. Il y a parfois un débat sur des exit strategies, des stratégies de sortie, qui paraît plutôt influencé pour des considérations financières que pour les biens du pays. Mon troisième et dernier point, notre doctrine, quelques leçons que nous avons apprises ces dernières années, surtout les 10 dernières années. Quand j'étais moi-même en Haïti, en train de visiter Gonaïves, je ne sais pas si vous savez où c'est Gonaïves. Gonaïves est une ville au nord d'Haïti qui a été victime d'inondations torrentielles en 2005, juste un an après le début de l'opération de paix. Et c'était, il y a peut-être 100 ans, c'était une région boisée, agricole, etc. Maintenant, ça paraît le désert libyen. On peut entrer à Google Earth et on peut voir qu'il n'y a que des pierres, il n'y a aucun sol agricole. Il y a une population qui subsiste basiquement de la charité internationale. Et j'étais là avec un Brésilien qui travaille pour les Nations Unies et qui m'apprenait un peu la réalité d'Haïti. Il m'a dit, et je n'ai jamais oublié, Achille, il n'y a pas de guerre ici à Haïti, mais il n'y a même jamais eu de guerre. On n'a pas besoin d'une opération de maintien de la paix. On a besoin d'une opération de développement. Mais comme les Nations Unies ne savent pas faire une opération de développement, ils savent faire une opération de maintien de la paix, on fait une opération de maintien de la paix parce que c'est le mieux que nous pouvons faire. Et nous sommes là depuis 10 ans. Nous avons en Haïti un problème de sécurité publique qui n'est pas beaucoup plus grave que les problèmes de sécurité publique dans d'autres pays dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Mais nous avons surtout un problème de faillite de l'État et un problème de perte de viabilité économique et environnementale de tous les pays. Et nous ne savons pas quoi faire pour en sortir. Nous ne savons pas organiser cette opération de développement. Pour l'opération de paix, nous avons un force commander, ça marche. Mais pour le développement, nous avons 20 ou 30 big donors, bilatérales, multilatérales et régionales,
qui opèrent chacun avec son propre commandement et un effort de coordination. La coordination, normalement, soit elle est un nom qu'on utilise pour déguiser les commandements, soit elle est un prétexte pour que chacun fait à sa guise. Et à part ces 20 ou 30 big donors, nous avons des centaines d'ONG qui opèrent à peu près aussi, chacun avec son petit agenda. Nous n'avons pas une stratégie pour développer l'État, pour construire un État démocratique. Et nous avons aussi ce que j'aime appeler les dangers de tout humanitaire qui cachent un peu les enjeux réels qui sont dans les pays. Bon, déjà pas de réponse. Je ne vais pas dire que j'ai une recette sur comment faire une opération de développement. Il me semble seulement qu'on aura besoin d'un commandement unifié pour les opérations de soutien de l'État et de reconstruction socio-économique de pays affectés. On a été un peu déçus avec la commission de construction de la paix, la Peace Building Commission. Nous sommes très engagés dans cette commission, mais nous sentons qu'il n'y a pas une implication suffisante des pays, la plupart des pays, de la plupart des agences dans cette commission pour faire de la Peace Building Commission une espèce de conseil de sécurité des opérations de construction de la paix. On a vu un peu, on a eu l'expérience récemment de Guinée-Bissau où on a fait, je pense, un bon travail à la Peace Building Commission, mais on n'a pas réussi à mobiliser la communauté internationale pour avoir une stratégie unifiée en Guinée-Bissau avec les répercussions qu'on a eues sur toute l'Afrique de l'Ouest. Deuxième leçon, c'est l'importance de la sensibilité culturelle. Il faut absolument comprendre la culture, la politique, l'économie, la géographie, comme dirait Yves Lacoste, la religion, l'écologie des pays concernés. Quand on arrive dans le Sierra Leone, le Libéria, l'Haïti, dans tous ces pays, ce sont des pays complexes, avec une culture difficile. Nous avons besoin des civils et des militaires qui soient un peu anthropologues, ou sinon qui ont une connaissance déjà naturelle de ces cultures. Sinon, on arrive aveugle, et ce n'est que nous-mêmes, nous sommes arrivés en 2004 aveugles en Haïti. J'ai écouté d'un force commander qu'il nous a fallu 6 mois pour comprendre qui était l'ami de qui était l'ennemi de qui, et c'est seulement après qu'on a pu opérer. Bon, nous sommes ensemble dans tout ça. Nous avons qu'à apprendre les uns avec les autres. Et c'est un effort qui tient plus de l'art que de la science, à mon avis. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup Achille Azalouard de cette intervention et de l'accent qu'il a mis sur le triangle, ou les problèmes que pose le triangle entre contributeurs financiers, contributeurs de troupes et ceux qui sont sur le pays de la région aussi. Hein, je veux dire, et décideurs, en tous les cas, contributeurs financiers, contributeurs de troupes et décideurs, ainsi que sur la question du développement, ça veut dire sur la complexité en réalité de ces opérations. Nous avons, à travers son intervention, en tous les cas, bien saisi les préoccupations qui étaient celles d'un grand pays émergent et le Brésil. Donc maintenant, je vais donner la parole au général Bayo. Merci, monsieur l'ambassadeur. Excellence, mesdames et messieurs. C'est pour moi un privilège d'être invité à participer à cette journée d'études sur les évolutions et défis du maintien de la paix des Nations Unies. Et je suis ravi d'apporter une perspective militaire à nos débats, même si déjà beaucoup a été dit sur la dimension militaire du maintien de la paix. Il m'a été demandé d'aborder les défis de demain avec en perspective un maintien de la paix plus modeste. Pour commencer, je voudrais m'attarder un peu sur ce qui, à nos yeux, couvre cette approche et quelles en sont les possibles implications. Ensuite, j'essaierai de présenter certaines initiatives que l'ONU adopte aujourd'hui à la recherche d'un meilleur rapport coût-efficacité en matière de maintien de la paix, avant de proposer quelques suggestions pour aller de l'avant. Comment faut-il comprendre l'expression, j'avoue un peu paradoxale, un maintien de la paix plus modeste? Quels sont les facteurs déterminants d'une telle évolution?
Sommes-nous entraînés avant tout dans cette direction par les contraintes budgétaires, qui de plus en plus et pour longtemps sans doute ont une incidence sur nos activités de maintien de la paix, ou par la perception d'une absence de progrès dans plusieurs de nos missions, les plus anciennes, ou aux effectifs jugés trop importants, ou serait-ce une combinaison des deux? En d'autres mots, comment le maintien de la paix des Nations Unies doit-il s'adapter aux contraintes et aux attentes de demain? Comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré le 21 septembre 2011 dans son discours à l'Assemblée générale qu'en cette époque d'austérité, nous devons de faire plus avec moins de ressources et que nous devons user les ressources avec sagesse en proscrivant toute duplication. Cette déclaration s'inscrit dans l'esprit d'une approche visant, pour les Nations Unies, à agir avec une unité d'action, One UN, qui s'applique aussi, bien sûr, au maintien de la paix. Vous l'avez également entendu ce matin, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Latsous, parle de juste dimensionnement, ou en anglais de right sizing, des missions de paix afin de s'assurer qu'elles disposent des ressources strictement nécessaires à leurs tâches effectives. J'y reviendrai plus tard. Cela a été également évoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, les mandats sont devenus plus complexes et même si le nombre de soldats de la paix s'est stabilisé au cours de la période récente, alors qu'on attendait une décrue, la complexité de leurs tâches et souvent le nombre de ces tâches s'est par contre accru. Les casques bleus sont chargés de réaliser des tâches de plus en plus diverses, opérant dans de vastes régions, dans le cadre d'opérations multidimensionnelles complexes, associant de plus en plus des acteurs militaires non onusiens aux standards très variés. Cette réalité montre que nous avons besoin de contributions de plus en plus spécialisées pour faire efficacement notre travail. Reconnaissant cette réalité et dans l'esprit, je pense, de maintenir en dépit des compressions budgétaires la capacité opérationnelle attendue, le groupe consultatif de haut niveau, dont il a été fait allusion ce matin, chargé d'examiner les taux de remboursement des pays fournisseurs de contingents, a émis un certain nombre de recommandations, dont certaines sont fondées sur l'encouragement à une meilleure performance et même à la reconnaissance d'une prise de risque. La concrétisation de certaines recommandations serait un pas important vers la recherche commune d'une meilleure efficacité des contributeurs en matière de maintien de la paix. Des contributions en matière de maintien de la paix. Pour autant, est-ce qu'un maintien de la paix plus modeste signifierait qu'il faut se détacher du modèle faisant appel à de larges composantes militaires pour privilégier la recherche d'un volume de force minimal que beaucoup jugent suffisant? Chacun conviendra que la composante militaire des missions de maintien de la paix multidimensionnelle ne suffit pas à résoudre les conflits, en particulier en l'absence d'un processus politique de règlement de crise sécuritaire et institutionnelle. Dans certains cas, pourtant, une composante militaire large et crédible a été la solution pour créer les conditions de cessation d'hostilité. On a bien en tête l'exemple du Liban en 2006, et la FINUL opère toujours dans ces conditions avec succès. Il y a d'autres cas, bien sûr, de large déploiement, comme la MONUSCO en République démocratique du Congo ou la MINUAD au Darfour, où certains jugent que ces larges déploiements gèlent des situations, mais ne facilitent pas nécessairement leur règlement. Même si les raisons qui conduisent à l'approche que je vais évoquer varient, un maintien de la paix plus modeste peut englober une approche essentiellement politique du maintien de la paix, peut-être à l'image de ce que fait la MANUA en Afghanistan, avec un nombre réduit d'objectifs politiques et une composante militaire tout à fait minimale, environ une vingtaine de conseillers militaires. On retrouve cette petite composante incluant des conseillers et des officiers de liaison militaires en Irak, au Kosovo, au Timor oriental, ainsi que dans les autres missions politiques que Hugo Solinas a présentées ce matin, et qui sont dirigées par le département des affaires politiques. Toutefois, ces dernières décennies, il a été bien constaté que la menace à la paix est devenue multiforme, avec la présence d'acteurs non étatiques, armés, ne respectant aucun principe et sans orientation définie. La situation du Mali, au Mali, en est une nouvelle illustration. Cette évolution, combinée aux attentes
en matière d'exécution du mandat de protection des civils requiert le plus souvent une force conséquente, comme le confirme M. Jean-Marie Guéhenno, qui disait que la protection des populations exige que la taille des forces soit proportionnelle à celle de la population. Et on a l'exemple à l'est du Congo, où il y a une très forte attente, en fait, malgré tout, de disperser en unités du niveau de la compagnie les unités de la MONUSCO, de manière à ce qu'elles soient proches des zones qui sont censées critiques, ce qui a l'avantage, effectivement, d'apporter une certaine protection aux populations, ce qui a également le désavantage de limiter la capacité de réaction, de réactivité et d'adaptation, on va dire, à des situations qui parfois changent brutalement. D'autres facteurs sont aussi bien sûr à prendre en compte, comme la géographie, l'environnement et les conditions climatiques. La dimension des missions de maintien de la paix, leur composition et leur capacité sont parfois discutées ou contestées, notamment lorsqu'elles sont elles-mêmes, on va dire, disputées par un environnement qui peut évoluer très rapidement, y compris en ce qui concerne le niveau d'acceptation du pays hôte, qui parfois peut changer aussi rapidement, mais également la perception du rôle de cette force qui peut varier en termes de perception de son rôle, de son efficacité, par un certain nombre d'acteurs, d'abord locaux, mais aussi internationaux, qui portent des jugements effectivement sur l'adéquation, on va dire, de telles forces dans un environnement changeant. Un autre élément à considérer revient à remettre en cause la durée des missions, en particulier en l'absence perçue de progrès attendus. La configuration des missions nécessite, comme cela a été dit par M. Latsou ce matin, un examen régulier et, le cas échéant, une révision à la baisse, de telle sorte que la force de paix puisse s'adapter au rôle que le Conseil de sécurité souhaite donner aux Nations unies dans des zones de conflit potentiel. Les transitions sont désormais planifiées beaucoup plus en amont. L'inclusion de benchmarks permettant de fixer des objectifs intermédiaires et de faciliter le passage successif au cycle de vie de chaque mission. Quelles sont maintenant les mesures concrètes prises par l'ONU depuis un certain temps, mais encore plus fortement aujourd'hui, pour un maintien de la paix plus efficace? Le DOMP entreprend des examens périodiques pour assurer un ajustement régulier des missions de paix, et ce, au moins une fois tous les 2 ans. Les circonstances peuvent nécessiter l'augmentation de ressources particulières, parfois avoir plus de police et moins de militaires, des capacités nouvelles et supplémentaires, mais là où les ressources s'avèrent excédentaires, la mission est ajustée. En tout cas, il est recommandé au Conseil de procéder à ces ajustements. Des examens périodiques sont menés pour assurer une bonne adéquation des effectifs, des personnels, des compétences et des capacités à l'évolution des mandats et aux besoins sur le terrain. Pour l'avenir, nous devons être prêts à de possibles engagements, peut-être au Sahel, en Syrie, en Somalie ou ailleurs. Ces situations vont toutes exiger une approche non traditionnelle et des capacités à interagir avec des partenaires militaires et de sécurité non onusiens. Bien que nous ne puissions pas prédire quand et où une prochaine opération sera définie, mandatée, et dans quelle configuration, il est important de pouvoir planifier de manière plus proactive, de manière à compenser le fait que ce n'est qu'après qu'une résolution soit votée que s'exerce réellement le processus de génération de forces et de déploiement des missions, processus qui sont très souvent détrimentales à la capacité, on va dire, d'une mission d'assurer, dès les premiers mois de son déploiement, le niveau de sécurité et d'efficacité attendu. La capacité de générer plus rapidement des moyens de déploiement, génie, transport aérien et terrestre et soutien médical serait à considérer. Autre point sur lequel nous portons nos efforts, c'est une capacité à mieux clairement exprimer nos objectifs et nos attentes. Non seulement du point de vue du secrétariat, mais aussi à l'intérieur des missions et vis-à-vis de tous nos partenaires, avec au premier chef les pays contributeurs de troupes. L'élaboration des politiques et des directives est l'un des 4 domaines clés identifiés par l'approche Nouveaux Horizons. Au-delà des progrès enregistrés, nous continuons d'œuvrer à clarifier la manière dont nous concevons l'exécution de nombreuses tâches cruciales au maintien de la paix. Nous avons bien
progresser dans notre approche basée sur les capacités qui inscrit l'efficience au cœur de nos opérations. Nous avons à cet effet mis en place une approche axée sur les capacités qui se fonde principalement sur 4 grands piliers que je vais rapidement évoquer, à savoir la performance, le développement des normes de capacité, la préparation opérationnelle et la capacité à évaluer ce niveau d'évaluation, de préparation. Tout d'abord, la performance vise à rechercher la réussite des missions de maintien de la paix. Elle demeure fondée sur les valeurs, les normes et les attentes des Nations Unies. À cet égard, nous avons pris des mesures pour fournir des orientations et directives aux soldats de paix en vue de contribuer à une performance optimale. Il reste entendu que la performance demeure proportionnelle aux moyens et capacités de la force de paix et a donc besoin d'une attention particulière de l'ensemble du leadership à tous les niveaux, y compris au niveau, bien sûr, des pays contributeurs. Deuxièmement, en matière de définition des standards, 3 projets pilotes ont été menés qui conduisent à l'élaboration d'un manuel sur les bataillons d'infanterie des Nations Unies, qui certainement fera référence, d'un manuel mis à jour pour le soutien médical et de modules de formation des officiers d'état-major, qui sont bien sûr un élément critique de l'efficacité, on va dire, de la chaîne de commandement des missions et des composantes militaires. Suite à cela, nous envisageons d'élaborer les normes pour les autres composantes militaires, telles le génie, les transmissions, les unités aériennes, l'action fluviale et maritime, les unités logistiques et de transport, qui pourraient être menées à terme grâce à une délégation, mais contrôlée par le secrétariat des Nations Unies. Le 3e pilier s'articule autour de la politique de préparation opérationnelle des troupes en cours d'élaboration et qui est dûment étayée par la définition de lignes directrices pour les pays contributeurs de troupes et de procédures opérationnelles pour les missions sur le terrain. On a souvent dit que la préparation opérationnelle était la responsabilité exclusive des pays contributeurs de troupes. Mais en fait, le secrétariat a son rôle à jouer en définissant, on va dire, les normes. Et les missions, bien sûr, ont un rôle extrêmement important à jouer et peut-être à jouer davantage, car ce sont elles qui peuvent dire exactement quels sont les attendus, on va dire, d'un chef de mission et d'un chef de composante en matière de contribution à une mission qui est extrêmement spécifique. On ne s'engage pas au Darfour avec un bataillon d'infanterie comme on le ferait au Kosovo ou ailleurs. Et si les normes de formation de ces unités ne sont pas bonnes et ne sont pas bien définies, on peut pendant des années former des gens sur des bases qui ne sont pas adaptées aux besoins d'une mission. Le 4e pilier porte sur l'évaluation. Elle implique des pays contributeurs de troupes. Chaque mission est le siège de l'ONU. C'est un effort animé entre ces différents acteurs pour couvrir le cycle complet du déploiement à partir de la formation du premier déploiement jusqu'au rapatriement. En outre, nous maintenons un intérêt particulier pour l'introduction de technologies, comme cela a été évoqué par le secrétaire général adjoint ce matin, comme les drones, pour améliorer la préparation et la conduite de nos opérations, prévenir les menaces et y répondre avec plus d'efficacité. Nous bénéficions aussi de l'introduction d'autres technologies, comme les images satellitaires qui ont bénéficié à notre mission d'observateurs déployés en Syrie. Nous demeurons conscients des sensibilités entourant l'utilisation de certaines nouvelles technologies de la part des États membres, en les assurant que le déploiement et l'utilisation de ces moyens se fera avec l'accord du pays d'accueil et en toute transparence avec les pays concernés. Une autre mesure vise à améliorer la réactivité et la souplesse en matière de coopération entre missions. Nous avons été en mesure de l'appliquer avec succès avec l'approbation des pays contributeurs de troupes et des pays hôtes concernés, en particulier en Afrique de l'Ouest, mais on peut dire que c'est qu'un début, puisque l'ensemble des procédures qui entourent, on va dire, cette capacité, y compris la dimension logistique, doit encore être développée. Et le Conseil de sécurité, ainsi que les pays contributeurs de troupes, s'emploient justement à améliorer la capacité à exécuter de possibles tâches ultérieures du Conseil en la matière. Comme cela a été dit, M. Latsous a également proposé d'établir la fonction d'inspecteur général, qui lui serait directement rattachée, afin de le renforcer dans l'exercice de ses responsabilités, notamment en matière d'évaluation de l'efficacité et de la performance du personnel en uniforme déployé dans les opérations. À ce jour, il n'existe aux Nations Unies aucun mécanisme d'examen
et de suivi régulier des composantes en uniforme. L'inspecteur général fournirait des rapports directement au secrétaire général adjoint et permettrait en particulier de pouvoir faire des recommandations, d'abord d'assurer un suivi de l'exécution des recommandations et d'autre part de faire des recommandations qui pourraient renforcer les systèmes qui sont en place ou parfois qui sont déficients ou manquants. J'ai parlé par exemple de la définition de standards, la mise en place de mécanismes d'évaluation, y compris dans les missions, de manière à ce que, par exemple, un force commandeur puisse savoir en amont des crises jusqu'à quel seuil il peut engager ses contingents, qu'est-ce qu'il peut en faire, quelle confiance il peut avoir dans telle ou telle unité lorsqu'une situation changeante, on va dire, intervient. L'avenir montrera si l'on se dirige effectivement vers une meilleure répartition des rôles. Le Conseil de sécurité continuera peut-être de confier à des missions multidimensionnelles des mandats avec des tâches de protection des civils, tout en prévoyant des forces certainement moins nombreuses. Celles-ci auront cependant un grand besoin de mobilité, de flexibilité et d'une connaissance accrue de la situation. Pour conclure, l'idée que j'ai voulu faire partager est qu'un meilleur maintien de la paix est possible, même avec des ressources plus limitées. Loin d'être plus modeste, le maintien de la paix efficace s'appuierait sur un leadership mieux formé, appuyé sur un plus grand contrôle de la qualité et de la performance. Les réductions envisagées ne doivent pas être simplement numériques, mais devront être ciblées et gérées en mettant en balance les coûts et les attentes légitimes de la communauté internationale et en tenant compte des facteurs de risque pour les missions et le personnel. Elles seront d'autant plus efficaces si elles s'appliquent dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des nombreuses mesures que j'ai évoquées. Ce dont nous avons vraiment besoin, en fait, c'est d'une approche réaliste et pragmatique pour un maintien de la paix efficient à même de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité. Sa mise en œuvre passe toutefois, comme cela a été dit à maintes reprises aujourd'hui, par un vrai partenariat entre les pays ayant l'expérience, les capacités et parfois aussi les ressources financières, parce que pour mettre en un certain nombre de ces initiatives, il y a besoin malgré tout de moyens, y compris financiers, les pays contributeurs qui la mettent en œuvre et à l'ensemble de la chaîne onusienne qui, je l'ai montré, s'y emploie et compte demain encore parfaire son approche en la matière. Je vous remercie pour votre attention. Merci. En général, je trouve très intéressant le fait que votre conclusion, au fond, rejoint par certains côtés ce que disait notre ami Achille Zalloua lorsqu'il parlait du fait qu'il y avait peut-être un certain éloignement entre les différentes participants, entre les contributeurs de troupes, les contributeurs financiers, les décideurs, et qu'il fallait finalement que se rapprochent ces différents acteurs, et il mettait aussi l'accent sur les problèmes de reconstruction. Et vous-même, au fond, votre intervention était assez optimiste, puisqu'elle nous montre que des choses sont faites et que l'on peut encore faire mieux avec peut-être moins. Mais merci d'avoir conclu sur cette idée de partenariat qui, je pense, est une idée centrale de notre discussion. Je vous donne maintenant la parole à Arthur Boutalis. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et merci à la FRS pour cette invitation. Alors, pour être parfaitement honnête, j'avais prévu de parler du maintien de la paix plus modeste et j'avais préparé une présentation sur le sujet. Je m'en excuse, mais en fait, on a beaucoup parlé aujourd'hui et il y aurait eu beaucoup de répétitions. Alors, je pense que je vais m'essayer au retour des Occidentaux. Et je crois qu'il y a beaucoup, vous verrez, des sujets que je vais aborder en réfléchissant au retour des Occidentaux, qui en fait sont très liés à la question du maintien de la paix plus modeste, que moi j'aime appeler plutôt un maintien de la paix plus ambitieux, mais mieux ciblé, mieux adapté aux nouveaux conflits, aux nouvelles situations. Pas forcément, où la composante militaire n'a pas forcément le rôle qu'elle jouait dans les grosses opérations complexes, comme on a dit, et traditionnelles. Alors,
je vais commencer par le retour des Occidentaux. On en parle beaucoup à New York et à l'ONU, mais aussi dans les instituts qui gravitent autour. Et en général, on entend, bien sûr, les Occidentaux, les pays occidentaux ne pouvaient pas décemment s'engager dans le maintien de la paix onusien car ils étaient en Afghanistan. Mais il y a une opportunité avec la clôture des opérations en 2014 d'un retour des Occidentaux au maintien de la paix onusien. Alors, très bien, et c'est vrai aujourd'hui, on l'a dit, on l'a entendu aujourd'hui, les plus gros contributeurs de troupes au maintien de la paix onusien sont les pays d'Asie du Sud. Mais j'aimerais tout d'abord dire que les Européens, en fait, les Européens en particulier, les Occidentaux, n'ont jamais en fait, quitté le maintien de la paix onusien. Alors, c'est vrai qu'en 1993, 6 pays parmi les 20 contributeurs de troupes les plus importants étaient européens. Alors je dis tout de suite, comme c'est un peu improvisé, j'espère qu'on ne va pas me poser des questions sur les statistiques ensuite, mais juste pour citer quelques statistiques, donc 6 parmi les 20 contributeurs de troupes principaux en 1993 étaient européens. Et entre-temps, il y a eu bien sûr la Somalie, la Bosnie et le Rwanda. Et on a vu en effet une diminution importante dans les contributions des pays européens au maintien de la paix. Aujourd'hui, le maintien de la paix onusien, je crois à peu près 70 à 80% des troupes déployées le sont sur le continent africain. Les 3 plus grosses missions, MONUSCO, UNMISS au Sud-Soudan, la plus récente, et l'UNAMID, la mission hybride de Darfour. Et en Afrique, dans ces missions onusiennes sur le continent africain, les Européens, les contributeurs de troupes européens ne représentent que 1,5% des contributions en général. Bien sûr, la raison étant que la plupart des Européens actuellement font partie de l'UNIFIL. Mais aussi, on a vu, je crois que ça a été mentionné, M. Latous a mentionné plus tôt, dans le cadre UNSMIS, la mission d'observation en Syrie, on a aussi vu beaucoup de contributeurs européens offrant des observateurs militaires dans ce cadre-là. Mais là encore, des chiffres assez minimes quand il s'agit des observateurs militaires. Alors, aussi, j'ai une autre remarque préliminaire. Les Occidentaux n'ont jamais quitté le maintien de la paix, parce que la contribution au maintien de la paix, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement des troupes. Les Occidentaux, les pays occidentaux, bien sûr, financent en tant que pays, en tant que membre de l'ONU, et notamment les membres du Conseil de sécurité, financent les opérations onusiennes. On l'a vu, ils financent même certains partenariats, l'Union européenne payant pour les salaires des troupes de la MISOM et les Nations unies, donc à travers les Nations unies, d'autres pays occidentaux payant pour l'appui logistique à la MISOM. Il y a eu d'autres modèles en dehors du financement. Pour l'AMIS, par exemple, la première mission africaine au Darfour, où les Européens et je crois les Américains ont joué un rôle important dans l'appui logistique, pour le transport, déploiement, etc. Mais il y a aussi tous les aspects de renforcement des capacités des pays du Sud, contributeurs de troupes aux Nations Unies. C'est aussi un rôle important, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de modèles différents, mais par exemple, la France appuie le Togo, je crois, avec des équipements, la formation. La Belgique appuie le Bénin de façon similaire. Il y a beaucoup de formations de l'Union européenne et des Américains pour les troupes déployées dans différents théâtres onusiens et Union africaine d'ailleurs. Et on l'entend aussi maintenant pour le Mali, dans le cadre du Mali, des modèles similaires. Alors pourquoi est-ce important? Pourquoi faut-il encourager le retour des Occidentaux au maintien de la paix onusien? Et là, je parle plus en termes de personnel en uniforme et autres, puisque je viens de le dire, ils n'ont jamais vraiment quitté et ont contribué de façon différente toutes ces années. Alors tout d'abord, c'est une question, je pense, de principe. Ce qui fait la force de l'ONU, c'est sa diversité. Ça fait sa légitimité aussi. Donc il y a tout cet effort d'élargir la base, on dit, des pays contributeurs de troupes. C'est important que les missions soient multinationales dans leur contingent. C'est important en termes d'image.
Je crois que l'ambassadeur Zalouar a été très éloquent en parlant du triangle. On a des divisions, une division du travail qui de plus en plus tend à ressembler à certains des partenariats que Thierry décrivait, où l'ONU paye par exemple et l'Afrique contribue les contingents dans le cadre de l'AMISOM. Malheureusement, c'est un modèle qui n'est pas forcément soutenable et on l'a vu l'an passé, ces divisions entre pays qui mandatent donc, du Conseil de sécurité, dont certains sont aussi les plus grands pays qui financent, et d'un autre côté, les pays contributeurs de troupes. Ces divisions ont malheureusement atteint, je crois, un niveau qui n'a jamais été égalé. On l'a vu dans les discussions du C34, donc le comité spécial sur le maintien de la paix, où toutes les questions de remboursement, de financement, etc., malheureusement ont pris le dessus sur d'autres discussions importantes, notamment de doctrine, etc. En plus de l'importance, il y a des pays du Conseil, il ne faut pas l'oublier, qui contribuent les troupes, notamment la France, mais aussi la Chine et la Russie en termes d'hélicoptères. Mais là encore, c'est minime. Et je pense que c'est important aussi d'essayer de rétablir un peu cet équilibre pour la continuation d'un maintien de la paix effectif. Je pense que c'est aussi important que les membres du Conseil montrent l'exemple. On a parlé, je pense, un des critères de succès des opérations de maintien de la paix, c'est l'engagement soutenu, l'engagement au niveau politique du Conseil derrière son représentant spécial, derrière sa mission. Je pense que ça me paraît évident que si un pays contribue des troupes, un pays du Conseil contribue des troupes, il va être beaucoup plus à même d'être informé de ce qui se passe, mais aussi beaucoup plus engagé sur les problématiques. Alors, deuxième raison, pourquoi faut-il encourager le retour? Alors, je ne vais pas répéter ce que M. Ladsou a dit tout à l'heure. Je crois que la doctrine, le papier stratégique plutôt, Nouvel Horizon, le dit clairement, c'est le capacity-driven approach. Donc, une approche du peacekeeping qui tend à évoluer d'une approche de nombre de troupes vers une approche beaucoup plus de performance, de capacité. Et là, les Européens peuvent clairement jouer un rôle on l'a entendu, dans les capacités de niche, le génie, transport, les unités médicales, officiers d'état-major, renseignement, nouvelles technologies également, les drones. On l'a entendu. Je crois qu'il y a déjà eu, bien sûr, des drones, mais c'était certains contingents, par exemple, dans le cadre de Minurcat Fort, avaient des drones, mais simplement pour des drones tactiques dans le cadre de la protection de leurs propres forces, pas forcément dans le cadre de l'application du mandat. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il ne faut pas non plus faire une croix sur la possibilité d'avoir des bataillons d'infanterie ou des unités, peut-être éventuellement des compagnies d'infanterie de pays européens. Je pense qu'ils peuvent montrer l'exemple. Je pense que ça peut avoir aussi un effet multiplicateur. Il n'y a pas que les capacités de niche qui ont un effet multiplicateur. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on utilise en français, mais en tout cas, peut avoir un impact considérable sur la performance de la mission en général. En général, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'au Libéria, par exemple, sous la SORJ, c'était Klein, il y avait une compagnie de mécanisés suédoise qui était, je crois que les gens en parlent maintenant comme unité de force spéciale. Ce n'est pas une unité de force spéciale, c'est simplement une unité mécanisée, mais elle a fait un tel travail, elle a été d'une telle utilité que simplement une compagnie d'un pays à forte capacité, entre guillemets, a pu comment dire, et je crois que le SORJ Klein lui-même en parlait, lui a donné vraiment la possibilité de faire beaucoup plus de choses, et notamment d'avoir une capacité de dissuasion beaucoup plus crédible sur certains, et de réaction rapide beaucoup plus importante que ce qu'on a parfois dans les missions. Alors, maintenant, je vais aller dans je vais explorer des terrains un peu plus, un peu plus loin des sentiers battus, puisqu'on nous encourage à réfléchir à des nouveaux modèles de maintien de la paix.
Et là, peut-être, je crois qu'on a entendu quelques-unes des raisons qui font qu'il faut réfléchir à de nouveaux modèles. Et c'est d'autant plus important dans le cadre du retour des Occidentaux, puisqu'ils reviennent à un maintien de la paix qui a changé, en fait, où l'environnement n'est plus le même, c'est plus le même maintien de la paix qu'il y a 20 ans. Alors, les défis, on n'a pas beaucoup parlé, mais le général l'a mentionné, les États hôtes, qui de plus en plus en fait, insistent sur le renforcement des capacités, l'appui au développement, etc., plutôt que des déploiements de gros contingents militaires étrangers, dont beaucoup des pays, notamment en Afrique, commencent à critiquer ce genre de déploiement. Bien sûr, mon expérience personnelle à l'ONU fait que je suis assez sensible à ce sujet, puisque j'étais au Tchad au moment de la demande du départ de la mission, et c'était pas une demande de départ de la mission, c'était une demande de départ de la composante militaire de la mission. Je crois que les autorités tchadiennes étaient très claires sur le fait qu'ils appréciaient tout le travail d'appui au secteur de la justice, d'autres renforcements de l'autorité de l'État à l'est du Tchad, etc., etc. Au Burundi, j'y étais aussi, et là aussi le gouvernement nouvellement élu demande le départ, et là encore de la composante militaire de la mission de la paix, et c'est là qu'on adopte un nouveau modèle, BINUB, un bureau intégré de consolidation de la paix, avec en plus un contingent sud-africain qui reste sous mandat Union africaine pour aider à sécuriser la fin du processus de paix et DDR. Là encore un modèle de partenariat intéressant, je pense, puisqu'on en a parlé plus tôt. Alors ça, c'est le premier point en termes de l'État hôte. Il y a aussi, je pense, une réalisation, le World Development Report, donc de la Banque mondiale, le rapport sur le développement dans le monde de 2011, je crois, a redit des choses importantes sur la contribution que peut faire le maintien de la paix très tôt, en fait, à la construction d'institutions légitimes et qui sont essentielles pour que l'État hôte puisse prendre, notamment les institutions de sécurité, bien sûr, mais pas seulement, pour que l'État hôte puisse prendre la relève et pour que ça puisse donner une stratégie de sortie aussi au maintien de la paix, puisqu'on a parlé, je crois, ce matin de difficultés dans des pays où la mission de la paix dure, puisque les institutions nationales ne sont pas capables de prendre le relais. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et puis troisièmement, parce que le maintien de la paix a changé aussi, parce qu'il y a un certain nombre de nouveaux défis auxquels on ne sait pas forcément encore répondre, mais sur lesquels on commence à réfléchir. Par exemple, la criminalité organisée. Il y a plusieurs théâtres, on pense bien sûr Guinée-Bissau, Kosovo, Haïti même, où la criminalité organisée a un impact direct sur certaines activités de la mission. Et pourtant, le mandat n'inclut pas, bien sûr, de s'intéresser à ces questions-là. C'est très compliqué, hein, on n'a pas le temps d'aborder toute la complexité de la chose. Mais ça nous interpelle tout de même, l'importance de ce lien entre maintien de la paix et criminalité organisée, notamment, par exemple, l'impact que ça peut avoir sur les forces de sécurité. D'un côté, vous construisez les capacités d'une force de police, et en même temps, vous savez qu'elle est gangrénée et que ça va s'écrouler dès que la mission se retire. Alors, dans ce cadre-là, là, je reviens maintenant au retour des Occidentaux. J'aimerais dire que le retour des Occidentaux, c'est aussi, là aussi, je pense qu'il y a des vraies opportunités. Il y a des opportunités pour des contributions spécialisées dans le domaine de la police notamment. Donc, unité spécialisée peut-être qui s'intéresse à la criminalité organisée. On est en train d'y réfléchir. Il y a même un projet avec un pays européen où ils sont en train de considérer d'envoyer une unité intégrée de ce type. Il y a déjà d'autres projets pilotes d'unités intégrées. Par exemple, en Haïti, la Norvège a envoyé une unité spécialisée sur les violences faites aux femmes, je crois, une unité de police qui est, embedded, intégrée dans la mission onusienne. Il y a aussi une unité canine, je crois que ce sont des Colombiens. Ils ont formé, dans le cadre où l'unité anti-kidnapping, enfin il y a les deux, et une unité aussi canine. Voilà, ça je crois que c'est des choses, c'est ce genre de haute capacité qui ne sont pas forcément disponibles actuellement.
mais qui sont disponibles dans les pays occidentaux. Bien sûr, ils ne sont pas forcément prêts à envoyer ce genre de capacité à l'ONU. Ici, il faut aussi travailler sur les modalités. Vous avez peut-être entendu parler du CIFCAP, la Civilian Capacity, le projet sur les capacités civiles que le rapport de Jean-Marie Guéhenno a lancé en fait, en 2011. Qui reconnaît le besoin de ce genre de capacité dans les missions onusiennes de plus en plus, mais pas forcément de l'avoir en permanence, donc pas forcément de recruter des experts à plein temps, mais peut-être avoir un appui pendant 6 mois, 1 an. Donc un État membre pourrait envoyer ce genre d'expertise, soit des unités intégrées, soit des individus, etc. Ça peut aussi renforcer les capacités de l'ONU. Alors, un autre modèle où je pense le retour des Occidentaux est pertinent, je crois qu'on en a parlé un petit peu dans le cadre des partenariats, ce sont des forces de réaction rapide, on a parlé d'appui ponctuel robuste dans le cadre d'Artemis, par exemple, ou de Licorne, mais il y a d'autres choses, on peut l'envisager dans le cadre de missions politiques où les conditions de sécurité ne sont pas forcément idéales, comme une force de protection des institutions ou même de protection simplement du personnel onusien dans des théâtres où il y a une grande insécurité et pourtant le pays hôte ne veut pas forcément une mission de maintien de la paix énorme avec des contingents. Par exemple, dans le cadre, si vous vous souvenez, de la planification pour la Libye, à l'origine, il était question d'avoir une force multinationale aux côtés de l'ONU. Les autorités libyennes n'en ont pas voulu. Au départ, ils ne voulaient même pas de personnel en uniforme. Maintenant, ils acceptent progressivement des policiers. Mais voilà, ça sont aussi des possibilités. Dans le cadre de missions qui sont sur le départ, mais où il y a encore des risques de résurgence de la violence. On pense au Libéria où les contingents partent, des unités de police formées restent, mais peut-être des unités de réaction rapide, prépositionnées, etc. Militaires pourraient jouer un rôle. Je crois qu'on a fait allusion au Timor et les Australiens dans un modèle assez similaire. Alors voilà, mais il y a un certain nombre de défis et je vais conclure avec les défis dans le cadre de l'encouragement des pays occidentaux à revenir au peacekeeping onusien. Et là, pour être clair, dans le cadre du dernier modèle, il ne s'agit pas le retour dans ce cas-là des militaires occidentaux dans le modèle onusien et dans le cadre d'un partenariat et donc pas au sein des missions onusiennes. Quand on parle de réaction rapide, etc., c'est un modèle de partenariat plutôt. Alors le premier défi, je crois que c'est un problème de communication, de compréhension, je dirais même de perception. J'ai un souvenir mémorable d'une présentation que j'ai faite aux officiers du CHEM l'an dernier à New York, donc du Centre des hautes études militaires, où j'ai appris beaucoup plus que je n'aurais voulu entendre sur tous les méfaits, enfin tous les défis les défis pour le retour des Européens à l'ONU. Je crois qu'il y a des perceptions. Je crois qu'elles ne sont pas toujours fondées. Certaines, bien sûr, le sont. Et l'ONU travaille sur ces questions-là. Par exemple, le Command and Control. Nous avions organisé un séminaire sur cette question-là, le C2, puisque c'est un des soucis des Européens, je crois. Et pour améliorer en fait, la compréhension de comment l'ONU fonctionne, il y a des efforts qui ont été engagés par les départements des opérations de maintien de la paix. Il y a eu récemment une conférence à Berlin avec tous les ministères de la Défense et les ministères des Affaires étrangères, un certain nombre de ces ministères, de représentants de ces ministères européens, où c'était une opportunité de mieux expliquer les complexités de l'ONU, mais aussi les intérêts de revenir à des contributions, européennes au maintien de la paix. Et c'était appuyé par mon institut et la DAS, qui a généreusement contribué à cette organisation. Il y a un problème aussi, je pense, un deuxième défi, c'est la façon dont l'ONU actuellement planifie ses missions. C'est très différent de ce à quoi les Européens, les Occidentaux en général, sont habitués dans le cadre de missions européennes ou OTAN.
mais dans le cadre, on peut espérer, et là, on peut peut-être le général, dans les questions-réponses, pourrait entrer dans plus de détails, mais on espère qu'en allant vers un modèle basé sur les capacités et en s'éloignant de la planification basée sur les nombres actuellement à l'ONU, ça va aussi encourager l'ONU à être ouverte à des pays occidentaux qui proposent des solutions différentes pour la gestion d'un problème spécifique, de tâches spécifiques dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Alors, oui, c'est vrai que c'est une opportunité de ramener des capacités des contingents ou des unités à forte capacité. Mais là, je vais simplement dire que faut pas non plus voir ça comme une panacée en termes de l'impact que ça peut avoir sur une mission. Moi, j'étais à la MINURCAT avec le FOR. C'est vrai que ces contingents à haute capacité sont peut-être très performants dans des contextes de guerre. C'est pas forcément la même chose dans le contexte d'un maintien de la paix, et les Européens aussi ont des caveats. On parle des caveats des troupes actuelles déployées dans les missions de la paix, et il faut voir que, et moi je l'ai vu moi-même puisque j'ai travaillé aux côtés de troupes européennes au Tchad, il y a aussi des caveats importants qu'il faut prendre en compte. Enfin, peut-être oui, et puis des caveats aussi dans le terme de déploiement. Ça prend du temps aussi de planifier pour un pays européen qui n'a pas forcément participé à des opérations récemment. Il ne va pas pouvoir répondre à une demande sous 3 mois, sous 6 mois. Je sais que dans le cadre de la mission au Sud-Soudan, des pays européens ont été approchés et c'était un défi pour eux de pouvoir réfléchir et planifier une contribution dans des délais assez courts. Et enfin, dernier point, je crois que les ministères européens de défense, certains des ministères de défense des pays européens frappent déjà à la porte du département des opérations de maintien de la paix. Il y a certainement un intérêt dans le cadre puisque les contingents reviennent d'Afghanistan, en effet. Mais là aussi, il faut faire attention. Le déploiement dans le contexte des opérations de maintien de la paix onusien, c'est à la fois militaire, mais c'est aussi politique. Et il ne faut pas oublier que les ministères des Affaires étrangères aussi ont un rôle, même si les ministères de la Défense sont intéressés. Ça ne veut pas forcément dire que, et là je ne parle pas de la France, je parle des pays européens en général, ont la même vision en termes de politique étrangère, de l'intérêt d'un retour au maintien de la paix. Donc en conclusion, le retour des Occidentaux, oui, pas seulement militaire, et peut-être pas pour demain, mais après-demain, pourquoi pas. Voilà, merci. Je remercie donc à Arthur Boutelis d'avoir bien mis l'accent sur le fait que les Européens n'ont pas été totalement absents pendant toute cette période, sur le fait que sur les niches existantes, sur les opportunités qui existent, notamment dans le domaine de la police, mais aussi sur les limites. Je me souviens, moi, de conversations que j'avais à l'époque où j'étais à New York avec Jean-Marie Guéhenno sur le problème du retour des Européens dont qu'il souhaitait. Et j'ai essayé de travailler dans ce sens, mais c'est vrai qu'il y a des limites, c'est vrai qu'il y a des caveats, c'est vrai qu'il y a également du temps pour le déploiement. Moi, je me souviens, lorsque j'avais travaillé sur le projet de résolution, quand on a fait la backup force au moment des élections en RDC, on a mis des semaines et des semaines et des semaines à la discuter entre Européens. Je veux dire, avant d'être capable, avant que je puisse, moi, présenter un texte qui soit convenable au Conseil de sécurité. Peut-être pourrions-nous, je crois, au cours de ce débat, mais qui va maintenant commencer, nous centrer sur quelques points qui me semblent, peut-être que en tous les cas c'est comme ça que je l'ai perçu, ressortir de ce débat. D'abord la question des marges de manœuvre. Au fond, beaucoup a été dit sur la professionnalisation, beaucoup a été dit sur la possibilité d'avoir des forces plus adaptées, des opérations plus adaptées. Pas convaincu que le terme, je sais que le général Baillot non plus n'est pas convaincu par l'expression modeste, mais enfin plus adapté, disons, et efficace. Donc la question des marges de manœuvre, jusqu'où peut-on aller dans ce domaine? La question du rapprochement aussi des États, la question du triangle. Et là, puisque je ne suis plus aux affaires, comme on dit, je vais un peu mettre les pieds dans le
dans le plat. Il y a quand même un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre ou sur lesquelles il faut avancer. Il y a la timidité des contributeurs de troupes, est une question. Parce que sur ce plan-là, les choses restent ce qu'elles étaient. Les payeurs, il faut certainement les intéresser. Et je pense que certaines évolutions qui me paraissent inquiétantes de la part de certaines régions ne vont pas dans le sens d'une meilleure implication des payeurs. On ne peut pas dire aux payeurs la responsabilité n'est pas aux Nations, et moins aux Nations Unies que dans la région, et vous leur demandant de payer. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas très compatible. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut bien se souvenir que la sécurité collective est universelle. En tous les cas, c'est ce qui est à la base de la charte. Les décideurs sont peu souvent sur le terrain, les gens du Conseil de sécurité, mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils doivent l'être? Est-ce que l'une des grandes difficultés que nous avons eues au début des années 90 n'a pas été le fait que les Américains étaient en Somalie? Et ça, c'est une question, je pense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les décideurs y soient, mais c'est une question, je pense, que moi, en tous les cas, je me suis toujours posée. Et nous, Français, nous y sommes allés. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas eu de problème, parce que nous savons que nos opinions publiques acceptent un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas, je veux dire. Enfin, les Occidentaux, il y a une question qui n'a pas été soulevée, me semble-t-il, c'est celle, peut-être que je me trompe, mais il me semble que pour les Occidentaux, quand je parlais, moi, aux militaires français, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il y avait une certaine réticence à s'engager, encore qu'on se soit engagé en Côte d'Ivoire, au Liban et dans d'autres endroits. Mais la question de la durée est très importante, je veux dire. Est-ce que c'est plus facile d'expliquer je pense, aux états-majors occidentaux qu'il faut participer sur des créneaux spécialisés, ou bien la participation va être de 6 mois ou d'1 an, que de se dire qu'au fond, on va s'engager, et pour combien de temps? Parce qu'ils sont très, très sollicités également. Donc, c'est une question. Est-ce que du côté du DOMP, on peut effectivement envisager des missions qui soient, on fait appel à des Occidentaux au départ pour des missions qui soient puissent, en tous les cas, auxquelles on puisse fixer une limite dans le temps. Donc les marges de manœuvre, le rapprochement entre les États. Je trouve qu'il y a un troisième sujet qui a été évoqué aussi, qui est, je crois, fondamental. C'est, peut-être qu'il a été moins que les deux autres, c'est est-ce que le maintien de la paix, les forces de maintien de la paix, qui ont quand même, ces opérations ont rendu des grands services. Il y a eu des désastres, mais enfin, ça a quand même rendu de très très grands services. Je ne sais pas où en serait l'Afrique aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des opérations de maintien de la paix, je veux dire quand même. Moi, j'étais autrefois directeur des affaires africaines. Je connais bien ce continent. Et heureusement qu'il y a eu des opérations de maintien de la paix pour sortir du Libéria, pour sortir du Sierra Leone, pour sortir de la Côte d'Ivoire, pour faire les élections en RDC. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ça se passe bien dans le Kivu, mais enfin, heureusement qu'elles sont là. Alors, est-ce que ces forces de maintien de la paix, est-ce que ces opérations de maintien de la paix, elles sont adaptées à certaines des crises nouvelles qui arrivent? On voit les menaces nouvelles avec la question du terrorisme, on va voir ce qui va se passer, ce qu'on va faire au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on peut envisager, ou est-ce on entrevoit des crises dans lesquelles, au fond, le travail ne sera pas fait sur le plan militaire, en tous les cas par les Nations Unies? Comment est-ce que le système onusien peut ou pas, d'ailleurs, contribuer à ces conflits nouveaux qu'on voit arriver? Et le dernier point, je pense, qui est intéressant, a été beaucoup soulevé en même temps avec l'affaire du développement. C'est la question de l'exit stratégie, je veux dire. Bon. La question de la Peace Building Commission. Je crois qu'on est beaucoup qui avoir mis en place cette Peace Building Commission avec beaucoup de déceptions. Je veux dire, moi j'ai été parmi ceux qui l'ont négocié.
Et j'étais désolé du compromis que nous avons fait, parce que je pensais que le compromis que nous avions fait ne permettait pas d'avoir une bonne Peace Building Commission. Je veux dire, bon, c'est comme ça, on a fait au mieux. Et notre idée était que l'on puisse avoir tout le monde travaillant ensemble avec des moyens bien mis en commun entre la Banque mondiale, les agences, les régions, les Nations unies, tout ça, pour les sorties de crise, et qu'on puisse définir des stratégies avec le pays et que tout le monde mette les moyens ensemble. Je ne suis pas sûr. Bon, certaines opérations, on me dit qu'au Burundi, ça s'est pas mal passé, qu'il y a eu des situations qui étaient meilleures que d'autres. Mais l'exit stratégie est quand même un élément tout à fait fondamental. Je crois que nos amis brésiliens ont raison de souligner l'importance de la capacité des Nations unies à accompagner la reconstruction de ces États. Voilà, mais on peut évoquer d'autres sujets. J'ai retenu cela parce que j'ai l'impression que c'est autour de ces questions qu'a tourné notre débat. Et je vous remercie encore une fois, Arthur Boutelis, d'avoir improvisé de manière magistrale sur ce sujet du retour des Occidentaux, des Européens. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Général Le Borgne, je voudrais me permettre une petite observation à M. de la Sablière d'abord. Il a introduit cette table ronde en disant que les opérations de maintien de la paix correspondaient à un besoin, pour un peu à une menace. Je pense qu'en fait, c'est le résultat d'un choix moral tout à fait fondamental, qui est à l'origine des Nations Unies elles-mêmes, et qui consiste à bannir la guerre du paysage international. Alors, ce faisant, on se privait d'un moyen tout à fait considérable, celui de la guerre, pour régler les conflits. Et chacun sait que, classiquement, la guerre était considérée comme le tribunal des nations. Alors, dès lors que ce tribunal n'existe plus, nous sommes en porte-à-faux. Et c'est pour ça que l'ONU n'arrête pas de courir au feu pour expliquer aux gens qui ne l'ont pas compris que le tribunal de la guerre, ça n'existait plus. D'où donc les courses des forces de maintien de la paix et finalement, souvent, le peu de résultats pour rétablir la dite paix. Ceci dit, je pose une brève question maintenant à M. Zaluar, qui, si j'ai bien compris, a suggéré que dans l'affaire d'Afghanistan, le recours, dès le début, à une mission de paix aurait pu donner de meilleurs résultats que ce qu'on a fait. Est-ce qu'il peut nous dire comment il imagine l'action d'une mission de paix en Afghanistan? Vous voulez que je commente et vous parlez après? Oui, je voudrais donc juste faire un commentaire sur votre commentaire, peut-être pour être plus explicite ou dans mon propos liminaire. Sans remonter trop loin, mais quand même en évoquant la charte, ce que les fondateurs ont voulu, ce qui est au cœur de la charte, c'est que l'usage de la force n'est possible que dans deux circonstances, soit en légitime défense, en article 51, soit par une décision du Conseil de sécurité, premièrement. Deuxièmement, que l'Organisation des Nations Unies, qui confie au Conseil de sécurité donc le soin, la première responsabilité dans le domaine de la paix et de la sécurité, donne à ce Conseil la possibilité, contrairement à la Ligue des Nations, au cas où un État est récalcitrant ne suit pas les recommandations, d'utiliser la contrainte, d'abord par des sanctions qui ne sont pas adoptées à l'unanimité mais à la majorité, avec le droit, bien sûr la question du droit de veto, et deuxièmement l'usage de la force. Bien. Donc les Nations Unies, elles font des recommandations où elles essayent de faire la paix en étant des bons brokers, en mettant le secrétaire général au milieu de conflits lorsqu'il peut y arriver. Elles utilisent des sanctions et elles autorisent la paix lorsqu'il y a une rupture de la paix. Mais il y a d'autres situations qui sont apparues. Ça, je dis que ça correspond à un besoin. Les forces de maintien de la paix sont nées du fait que, alors qu'elles ne figurent pas dans la charte, il y a eu des situations qui sont apparues. D'abord, il a fallu créer des observateurs entre des États, lorsqu'il y a eu des sorties de conflits. Et puis ensuite, on s'est trouvé confronté aux conflits internes, énormément. Et que ce soit au début avec l'affaire du Congo,
ou plus tard, le concept de les forces de maintien de la paix sont une création. Le concept n'existe pas dans la charte. Et je trouve que nous devons, avec beaucoup de respect, remercier Dag Hammarskjöld et d'autres, n'est-ce pas, qui ont conçu, n'est-ce pas, ce système. Et je dis qu'il a évolué. Moi, je suis convaincu, peut-être parce que j'ai passé tellement d'années aux Nations Unies et sur 25 ans, que les adaptations sont possibles et que ce que j'entends aujourd'hui, eh bien, va dans le sens, avec toutes les difficultés que l'on sait, les complications, etc., mais va dans le sens de l'adaptation de l'outil. C'est pour ça que je disais que ça correspondait à un besoin, c'est parce qu'on a répondu effectivement à un besoin particulier. Je donne maintenant la parole à Achille Zaloir. Merci. Bon, ce que je voudrais dire, c'était une considération tout à fait théorique. On ne peut pas faire un exercice d'historie alternative pour savoir si nous serions dans un mieux état maintenant en Afghanistan, si c'était une opération de maintien de la paix de l'ONU depuis, disons, décembre 2001 ou janvier 2002. Parce que les conditions politiques n'étaient pas là. Vous vous souvenez peut-être que les États-Unis ne voulaient même pas au départ que l'OTAN soit impliquée en Afghanistan. Ils voulaient voir les coudées totalement libres pour poursuivre un effort qu'on ne croyait pas à cette époque-là qu'il allait durer 11 ans, et même plus. Mais on peut imaginer pourquoi les conditions politiques n'étaient pas là pour faire peut-être une opération où des troupes de la Turquie, de l'Égypte, du Maroc, de la Jordanie, qui auraient une culture, provoqueraient moins de conflits culturels avec la population locale, seraient très fortement impliquées depuis le début et on aurait un effort civil de développement et de reconstruction plus important. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas de connaissances directes de l'Afghanistan, mais c'est un débat qui, je pense, mérite une question qui mérite d'être posée. Est-ce que si on serait avec un défi similaire à l'Afghanistan depuis le début, est-ce qu'on ferait les mêmes choses qu'on a fait depuis le début, ou est-ce qu'on ferait des choses différentes? Quelles sont les leçons qu'on a apprises? Quelles sont les erreurs qu'on a commises en 2001, 2002, 2003? Je ne parle pas de la légitimité de l'opération initiale qui est tout à fait authentique. Les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité étaient toutes approuvées, je ne me trompe pas, par 15 voix à 0. Tout le monde appuyait. Il y avait les chocs du 11 septembre. Il fallait absolument procéder à des changements en Afghanistan. Ce n'est pas la discussion. La question, c'est la construction de la paix après. Est-ce que les modèles qui ont été employés en Afghanistan en 2002, 2003, 2004, est-ce que c'est un modèle pour le futur? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt apprendre avec les Nations Unies, par exemple au Cambodge, on fait une opération extrêmement complexe, on conduit à un processus qui a bon, peut-être dans un contexte moins difficile que l'Afghanistan. C'est une question difficile et je n'ai pas la réponse. Ouais, cet objectif était peut-être erroné au départ. On s'est peut-être trompé dans les objectifs qu'on a fixés. Mademoiselle, et puis ensuite, voilà. Pardon, allez-y. Ah oui, vous attendez le micro. Oui. En fait, c'était terrible. Non, je voulais juste revenir très brièvement sur cette histoire d'Afghanistan. Je crois qu'en 2001, bon, d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu quand même les accords de Bonn qui ont décidé de la forme que devait prendre la présence internationale en Afghanistan. Et puis aussi, on sortait du rapport Brahimi et qui prônait une approche, alors je ne vais pas dire plus modeste, mais en tout cas plus légère, dans certains cas, du maintien de la paix, light footprint approach. Et donc l'Afghanistan a été, pour Lakhdar Brahimi, qui a été l'envoyé spécial du secrétaire général sur cette crise, une manière de mettre en œuvre cette
cette approche légère, et donc avec l'ONU dans un rôle simplement d'assistance politique, et donc la création de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Il y a eu, à partir de 2003, un débat sur la question d'aller au-delà de ce mandat, et notamment de s'élargir au-delà de Kaboul, puisque les accords de Bonn prévoyaient une présence à Kaboul et dans ses environs. Et à partir de 2003, il y a eu un débat sur l'élargissement au pays. Et là, Lakhdar Brahimi a été très, très clair sur ce point et a dit que les conditions ne permettaient pas une implication des casques bleus, un déploiement des casques bleus. Et c'est comme ça que la FIAS s'est développée, et qu'il y a eu notamment un appel qui a été fait au mécanisme de l'OTAN. Ce sont les Allemands et les Néerlandais qui ont engagé cette implication de l'OTAN à partir de 2003. Merci. Avec l'accord de Karzai, d'ailleurs, qui voyait que ça. Ouais. Merci aux trois intervenants. Je suis Thierry Terny du Centre de politique de sécurité à Genève, et ma question va à M. Zaluar. Je voulais vous demander s'il existe un modèle alternatif brésilien en matière de consolidation de la paix. Le Brésil ou un pays comme l'Inde sont souvent présentés comme des pays assez critiques des politiques occidentales de consolidation de la paix, la référence à la paix libérale ou l'imposition de la paix libérale. Et vous avez mentionné la commission de consolidation de la paix, où vous présidez la configuration Guinée-Bissau. Est-ce qu'au sein de cette commission, vous avez proposé des voies qui seraient distinctes de ce qu'aurait proposé un pays occidental, et si oui, en quoi elles ont été différentes? Merci. Je ne dirais pas qu'il y a un modèle alternatif brésilien de consolidation de la paix. C'est impossible. Hein. Soit il y a un modèle multilatéral où toute la communauté internationale est impliquée, soit on est dans les efforts unilatéraux, et là, les possibilités de succès sont limitées, peut-être des cas particuliers très, très spécifiques. Nous avons une perception des insuffisances du modèle actuel. Je vais vous faire une analogie. Supposons qu'on organisait une opération de maintien de la paix de la même façon comme on organise des opérations d'aide au développement. Alors, nous aurions peut-être 20 ou 30 petites armées, chacun avec son commandant, et chacun essayant de poursuivre un but déterminé. Et peut-être une fois par semaine, les commandants se réuniraient pour débattre et essayer de se coordonner. Le résultat serait chaotique. Notre espoir, et je partage tout à fait l'observation de l'ambassadeur de la Sablière, notre espoir, circa 2004-2005, serait que la commission de consolidation de la paix exercerait vers ces situations de sortie du conflit ou de prévention même, parce que la Peace Building Commission n'est pas seulement supposée opérer dans la suite d'une opération de maintien de la paix. Elle peut aussi opérer d'une façon préventive, comme c'est le cas du Guinée-Bissau. Ce serait qu'une fois qu'un pays est dans l'agenda de la PBC, de la Commission de consolidation de la paix, l'opération de la communauté internationale serait unifiée d'une façon beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans le Guinée-Bissau, je ne vais pas entrer dans une discussion de détails de ce qui s'est passé, mais on a essayé de proposer avec le gouvernement de l'époque de Guinée-Bissau, avec d'autres partenaires, des mesures pour adresser les divers problèmes graves de sécurité, des politiques intérieures, pas tellement d'économie peut-être, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas un consensus. La Commission de consolidation de la paix est un organisme très connu parmi nous ici, dans cet auditorium. Il n'est pas très connu de l'opinion publique mondiale. On n'a pas l'impression que ce débat soit suivi avec la même intention que le Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle pas des moyens compatibles avec sa tâche théorique.
quoi faire? On ne va pas renégocier maintenant la commission de consolidation de la paix. Mais mon rêve, je parle à titre personnel, c'est que si un pays en fait de la demande parce qu'il a des problèmes graves, que la communauté internationale désigne un processus avec un seul budget, avec tout un pool de ressources qui vont je ne sais pas exactement à qui, mais à quelqu'un qui a la capacité de faire ces déboursements et de programmer le processus de construction d'un État, de récupération parfois même environnementale, c'est ce comment on voit en Haïti, d'un pays à long terme. Nous parlons de 10, 15, 20 ans pour récupérer un pays qui est détruit par une suite de processus, des conflits ou de conflits internes. Et, quoi dire? Peut-être je vais repasser la question à l'ambassadeur de l'Assemblée, parce que peut-être il a une solution pour comment faire avec cette question de consolidation de la paix. Moi-même, je confesse que j'ai plutôt des constats d'insuffisance que des recettes. Non, je ne veux pas me lancer. Je ne veux pas me lancer dans cette... Non, je veux simplement dire que je pense qu'au départ, l'une des grandes déceptions, en tous les cas que certains ont eu dans moi, c'est que la manière dont a été mis en place la commission, à la fois sa composition, le fait qu'elle dépende de tant d'organes et qu'elle ne soit pas, je pensais, moi, suffisamment proche du Conseil de sécurité, a fait que l'on n'a pas pu intégrer suffisamment les grandes institutions donatrices dans la définition d'une politique d'exit stratégique commune, ça veut dire la Banque mondiale, à la fois le Conseil de sécurité, la Banque mondiale, l'Union européenne, d'autres agences de développement si on est en Afrique, etc. Très peu de personnes. Bon, enfin, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Merci. Je prends le micro ici. Patrick Kernen, ancien militaire. Donc, quand on voit la faillite de la Société des Nations dans les années 20, on ne peut que se féliciter du succès de l'ONU pour le maintien ou la consolidation de la paix depuis 60 ans. Je fais cette remarque à la première intervenant tout à l'heure, le général, qui voulait un tribunal des nations pour la guerre. Alors, ma question est, les deux superpuissances, États-Unis d'Amérique et Chine, seront peut-être en guerre dans 20 ou 30 ans. Quand on regarde l'analyse stratégique américaine, elle considère qu'à l'horizon 2025-2030, la Chine est son ennemi principal. Alors, évidemment, on a 15 ans pour tuer ce conflit. On voit la Chine avancer ses pions dans le bassin Pacifique vers le Japon, les îles Paracels qui n'ont pas encore de souveraineté. Ce qui motive tout ça, c'est bien sûr son besoin énorme en matières premières. Alors je voudrais savoir quel pourrait être le rôle de l'ONU, on a encore le temps, pour tuer dans l'œuf ce conflit. Vous voulez que je réponde? Je pense nul. Non, je pense nul. Je veux dire, l'ONU n'est pas... Les Nations Unies, le Conseil de sécurité ne vont pas régler une tension. Je ne veux pas parler de guerre, j'espère qu'on n'en est pas là, mais le Conseil de sécurité ne va pas régler une tension entre deux membres permanents. Il est tout au long de la guerre froide, la conséquence que peut avoir malheureusement, ce qu'a eu malheureusement la conséquence qu'on a eue au moment de la guerre froide, c'est que le Conseil de sécurité a été totalement, je dirais entre guillemets, son action a été gelée en dehors de quelles opérations. Et donc je ne pense pas, si vous voulez... Ceci dit, je pense que maintenant, qu'il y a beaucoup de... Ceci n'a pas de rapport avec les Nations Unies. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que ce que vous indiquez, ce scénario catastrophe ne se produirait pas. Et je crois surtout, pour en revenir aux Nations Unies,
Et pour en revenir à la notion de partenariat, le système a besoin pour bien fonctionner qu'il y ait une certaine convergence de vues. Alors cette convergence de vues, elle est essentielle d'abord entre les membres permanents, mais au-delà, je pense, des membres permanents. Je crois qu'un pays, par exemple, comme la France, est très très favorable à ce que les grands pays émergents deviennent membres permanents du Conseil de sécurité parce qu'ils pensent qu'à partir du moment où on a un certain poids, une certaine capacité d'influence dans le monde, on doit être autour de la table des principaux responsables. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et alors on voit la Chine qui, dans le temps, avait une position très passive, s'abstenant beaucoup d'ailleurs au Conseil de sécurité, avoir aujourd'hui, pour les raisons que vous indiquez, qui sont ses propres intérêts, une position plus active. Et je crois que notre intérêt, c'est que sa responsabilité, qu'elle prenne une part de plus en plus importante dans son rôle au Conseil de sécurité. Je suis toujours frappé de voir qu'il dépose très très peu de projets de résolution. Donc ce sont toujours des pays qui sont en réaction, en attente de voir ce que font les autres, ce que fait le secrétariat. Et espérons en tous les cas que le scénario que vous décrivez ne soit pas le bon. Merci. Je reviens sur l'exposé de Monsieur Boutelis. Vous avez parlé, en fait, excusez-moi, vous avez parlé à la fois des Occidentaux et des Européens, et parfois, je suis pas sûr d'avoir très bien compris, en fait, quand on passait de l'un à l'autre. Enfin, est-ce que vous pourriez éventuellement préciser un peu plus s'il s'agirait plus d'un retour des Occidentaux en général ou des Européens? Oui, merci. Merci pour cette question. Je crois que j'ai parlé des Occidentaux, mais j'ai mis l'emphase sur les Européens, parce que dans les catégories que j'ai décrites, donc à la fois militaires, police et civile, je crois que les opportunités sont plutôt là. Alors j'ai mentionné les Américains, puisque eux aussi contribuent dans les autres catégories, c'est-à-dire appui financier, beaucoup de formation, beaucoup d'appui bilatéral à d'autres contributeurs de troupes à l'ONU, mais à travers leur fonds qui est très important, qui s'appelle GPOI, qui est un fonds très important. Mais les Américains, même si, je pense, avec l'arrivée de la première administration Obama, ont montré un regain d'intérêt pour le maintien de la paix, et à l'époque avait d'ailleurs demandé au département des opérations de maintien de la paix, par exemple, de développer une liste des manques, une gap list, notamment sur le manque d'hélicoptères, etc. Donc ils avaient montré à l'époque un intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, on n'envisage pas vraiment, en dehors de la contribution policière au maintien de la paix que les États-Unis font à travers des contractants, on n'envisage pas vraiment un retour au niveau des capacités humaines, s'entend, au maintien de la paix. C'est pour ça, dans les opportunités, j'ai principalement axé la présentation sur les Européens, en effet. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va clôturer donc cette troisième table ronde, et on remercie encore une fois les intervenants et également ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup. Bien. Moi, je fais un cours à Sciences Po sur le Conseil de sécurité. Je fais 25 heures. On va clôturer cette journée. Je suis vraiment très reconnaissant à Denis Piéton, dans un emploi du temps que chacun connaît, très chargé. On ne va pas décrire l'emploi du temps du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, mais d'avoir accepté
de à la fois marquer son intérêt et par sa présence, mais aussi par une intervention, d'avoir accepté le rôle de clôturer nos débats. Je crois qu'un certain nombre de gens attendent aussi le regard de la France dans cette affaire. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cette invitation qui vient clôturer les débats. Et je salue Jean-Marie Guéhenno qui nous a rejoints pour cette conclusion. Merci beaucoup, Camille. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation, remercier les co-organisateurs, bien sûr la Fondation pour la recherche stratégique que vous dirigez, nos collègues du ministère de la Défense, ceux du ministère des Affaires étrangères également qui ont prêté la main, mais aussi bien sûr tous les participants à ces journées d'études. Normalement, le rôle qui m'incombe ce soir aurait dû revenir bien sûr au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, mais celui-ci est actuellement en déplacement. Il est parti à Doha pour la conférence sur le climat. Il continue d'ailleurs sur la Tanzanie pour essayer de favoriser à travers la SADC une solution politique à la crise malgache. Et donc il m'a demandé ce soir de le représenter. C'est important pour nous d'être là et merci de nous donner l'occasion de cette tribune pour marquer d'abord bien sûr notre attachement aux Nations Unies en général, mais à cette vitrine importante, et c'est souvent ça que voit l'opinion publique, que constitue le maintien de la paix. Et je saisis cette occasion, bien sûr, à travers le directeur des opérations maintien de la paix actuel, M. Latsous, mais aussi de son prédécesseur, Jean-Marie Guéhenno, pour remercier le secrétariat des Nations Unies à l'occasion du 20e anniversaire de la création de ce département des opérations du maintien de la paix. La France, c'est le moins qu'on puisse dire, est particulièrement attachée à ces opérations du maintien de la paix. Son engagement, il est vrai, n'a pas toujours été entier dans l'histoire des Nations Unies, mais depuis la fin des années 70 et son entrée au sein de la FINUL au Liban, la France est engagée non seulement activement au sein des opérations sous casque bleu, mais plus largement au sein des Nations Unies pour le succès du maintien de la paix onusien. Aussi ce soir, je ne prétends pas synthétiser des débats auxquels je n'ai pas participé, ni offrir d'ailleurs une perspective nouvelle, ce serait bien ambitieux, mais je voudrais, comme vous m'y aviez invité, Camille, présenter les grandes lignes de notre vision, la vision française du maintien de la paix. Tout d'abord, pour nous, le maintien de la paix, c'est un élément décisif de la sécurité collective. Bien sûr, le bilan du maintien de la paix est imparfait. Chacun se souvient des échecs les plus cinglants des opérations de maintien de la paix, notamment ceux au milieu des années 90. Chacun sait aujourd'hui encore qu'elles peinent parfois à remplir leur mandat de façon satisfaisante. Mais chacun a aussi trouvé dans l'actualité récente plusieurs occasions de constater que les limites de l'outil militaire ne sont pas propres à l'Organisation des Nations Unies. Mais ces limites n'ont pas marginalisé le maintien de la paix, bien au contraire. Après la crise que je mentionnais de la deuxième moitié des années 90, les OMP ont fait un retour remarqué dans notre système de sécurité collective. Il n'y avait pas plus de 12 000 casques bleus en 1996. Voici plusieurs années que les Nations Unies déploient aux alentours de 100 000 personnels à travers le monde. Cette augmentation considérable des missions, des objectifs, des effectifs témoigne de l'utilité que la communauté internationale trouve aux OMP, de la confiance qu'elle place dans ceux qui en sont les artisans et la cheville ouvrière. C'est le cas tant en Afrique subsaharienne qu'aux portes même des États-Unis, en Haïti, qu'au cœur du Moyen-Orient, au sud Liban. Mais le maintien de la paix est d'autant plus efficace que l'on sait ce que l'on peut et ce que l'on veut en attendre. Le rapport Brahimi de 2000, dont il a été question ce matin, a tiré les leçons des erreurs de la décennie précédente, où le maintien de la paix avait été plus souvent un palliatif qu'un élément d'une stratégie assumée. De fait, il serait vain d'attendre des casques bleus des réponses définitives et rapides à l'ensemble des situations de crise. Mais inversement, dès lors que nous fixons des objectifs ambitieux à une OMP, nous devons tirer les conséquences et nous engager politiquement à la mettre en mesure de remplir son mandat. C'est ce que fait la France actuellement dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Le maintien de la paix onusien est en effet irremplaçable.
il suffit de s'interroger: que ferions-nous sans les opérations de maintien de la paix? Les OMP permettent de donner corps à l'idée de sécurité collective que j'évoquais tout à l'heure, au principe qui veut que la sécurité de chacun soit l'affaire de tous. Elles permettent de contribuer à consolider des processus de paix naissants, à maîtriser le risque d'une escalade des violences, à essayer de répondre à des situations fragiles et lourdes de conséquences humaines. Elles offrent à la communauté internationale un instrument indispensable pour s'impliquer dans des crises sur lesquelles elle ne peut fermer les yeux. Mais pour tenir sa place, le maintien de la paix doit continuer à évoluer et relever les défis qui se dressent devant lui. Depuis son invention dans les années 1950, le maintien de la paix a considérablement évolué, au-delà de son essor quantitatif ou de la complexité croissante des situations de crise dont il a la charge. Cette évolution a notamment été le fait du secrétariat, qui a fourni des efforts considérables et suivis pour tirer les leçons d'une mission sur l'autre, professionnaliser ses structures, notamment en créant au sein du DOMP un bureau des affaires militaires, renforcer sa capacité opérationnelle et logistique avec la création du département d'appui aux missions en 2007, ou encore formaliser une doctrine après l'initiative Capstone de 2008. Mais elle a aussi été le fait des États, et notamment de la France. Car l'engagement de la France en faveur du maintien de la paix est profond. Il est désormais ancien. La France participe aujourd'hui à 7 des 15 opérations sous casque bleu déployées aujourd'hui. Depuis plusieurs années, elle figure constamment parmi les 3 premiers contributeurs européens. Après avoir été longtemps le premier contributeur de troupes au sein du P5, elle reste un solide second depuis l'essor de l'implication chinoise ces dernières années. Et cette présence est d'autant plus notable que notre engagement militaire est par ailleurs important dans d'autres contextes qui répondent eux aussi à des engagements diplomatiques majeurs, que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN. Cet engagement ne saurait d'ailleurs être mesuré que par notre contribution en troupes. Et le fait qu'Hervé Latsous également, soit le 4e de nos compatriotes qui ont successivement assumé la responsabilité du maintien de la paix onusien n'est que la consécration d'une mobilisation plus ample. La France reste l'un des principaux contributeurs budgétaires, avec une quote-part majorée au titre de notre siège permanent au Conseil de sécurité. Cet engagement, à hauteur de 7,54%, représente près de 400 millions d'euros par an. Elle contribue aussi politiquement, notamment au sein du Conseil de sécurité, non seulement sur le suivi de chaque opération, mais aussi de façon plus transversale. En 2009, avec nos partenaires britanniques, nous avons notamment lancé une initiative qui a par exemple permis d'améliorer le suivi politico-militaire des OMP par le Conseil. Il faut encore citer notre soutien au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, notamment avec la création des écoles nationales à vocation régionale qui dispensent des savoir-faire techniques et opérationnels adaptés. Maintenant, quelques perspectives. J'en citerai juste quelques-unes. Le Conseil de sécurité a besoin d'un maintien de la paix efficace. L'avenir du maintien de la paix est de fait lié à celui du système international, mais un défi majeur reste et restera celui de l'exigence d'efficacité. Tout d'abord, le Conseil de sécurité a besoin d'un maintien de la paix efficace. La France, comme vous le savez, est attachée à la centralité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et la sécurité internationale. C'est à ce titre que nous restons engagés en faveur du maintien de la paix en général et de sa réforme en particulier. Les OMP restent parmi les principaux instruments à la disposition du Conseil pour assumer le rôle que lui confie la Charte des Nations Unies. L'efficacité de l'un nourrit celle de l'autre. C'est aussi dans ce contexte, d'ailleurs, que la France soutient le principe d'une réforme du Conseil de sécurité qui verrait un élargissement du Conseil dans les 2 catégories de membres, et notamment l'accès de l'Allemagne, du Japon, de l'Inde et du Brésil à un siège permanent, ainsi qu'une meilleure représentation de l'Afrique, y compris au titre des permanents. Cette réforme serait aussi, entre autres choses, favorable à la poursuite de nos efforts pour un maintien de la paix plus efficace. L'avenir du maintien de la paix est de fait lié à celui du système international. Les nouvelles formes de conflictualité pèsent sur les missions des OMP. Le rôle des puissances émergentes s'affirme de plus en plus comme un élément décisif pour l'avenir du maintien de la paix. L'essor accéléré des organisations régionales en matière de sécurité collective
a lui aussi un impact d'ores et déjà observable sur la pratique onusienne du maintien de la paix. Nos efforts doivent donc continuer à être dirigés par ces évolutions et d'autres tendances de fond dans la transformation de notre environnement international et stratégique pour conserver au maintien de la paix des Nations Unies toute sa pertinence. Troisième point que j'avais mentionné, un défi majeur qui est celui de l'exigence d'efficacité. Il s'agit d'abord naturellement d'efficacité opérationnelle. C'est le sens de l'initiative franco-britannique évoquée plus haut, qui a aussi promu, avec de réels succès à la clé, grâce en particulier aux efforts du DOMP, un maintien de la paix plus robuste, des chaînes de commandement plus solides, un engagement plus déterminé dans la protection des civils, une rapidité de déploiement accrue. Mais c'est aussi le sens de nos initiatives diplomatiques sur chacune des situations dont le Conseil est saisi pour clarifier les mandats, hiérarchiser les missions, mieux définir le résultat escompté de la présence de l'OMP et appuyer l'action des casques bleus sur un processus politique de règlement de la crise aussi crédible que possible. C'est aussi le sens de notre attachement à la francophonie. Alors que de nombreuses missions se trouvent dans des pays de langue française, l'insuffisance de la capacité francophone est un réel facteur d'inefficacité. Il s'agit enfin de mieux maîtriser les coûts, ne serait-ce que pour préserver nos marges de manœuvre collectives face à l'actualité internationale. Maîtrise budgétaire, mais aussi renforcement des coopérations entre missions, par exemple pour la mise en œuvre de capacités rares, du contrôle du niveau opérationnel des contingents, de l'ajustement des effectifs selon les théâtres. Il s'agit enfin d'une meilleure articulation entre le maintien et la consolidation de la paix. Je voudrais terminer en rendant hommage à l'engagement des casques bleus de toute nationalité à travers le monde, et notamment, bien sûr, à nos compatriotes parmi eux, qui assument cette tâche aussi ambitieuse que périlleuse qu'est le maintien de la paix. Je vous remercie. Je ne vais pas conclure, je vais simplement vous remercier ceux d'entre eux pour votre assiduité, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Remercier encore tous les intervenants, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le directeur de cabinet, de votre présence, messieurs les officiers généraux, etc. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une journée, mais je le dis en n'étant pas un spécialiste du maintien de la paix, parce que c'était une journée, mais je crois qu'un certain nombre de spécialistes dans la salle ont apprécié aussi les débats, donc c'est bon signe, qui a été pour moi très enrichissante et je crois aussi d'une grande qualité de débat. Donc on va non seulement mettre en ligne les vidéos, mais travailler au fait de diffuser un petit peu vos textes, parce que je crois que c'était très précieux et très utile. Et la Fondation pour la recherche stratégique remercie évidemment le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense qui ont rendu possible l'organisation de cette journée, de l'invitation de tous ceux d'entre vous qui sont venus de loin pour ces débats, que je remercie tout particulièrement. Et c'est un sujet qui ne nous quittera pas et que nous avons la ferme intention de poursuivre avec tous les intervenants. Merci à tous et bonne soirée.